si je dis des choses que vous connaissez, vous pouvez commencer à me jeter des tomates pour que je passe à la suite. Mais en gros, Schumpeter disait deux trucs assez intéressants. Donc, il disait évidemment, donc ça s'opposait un petit peu à la conception marxiste de l'histoire et de l'économie, qui était de dire le moteur de l'histoire, c'est pas la lutte des classes, c'est l'innovation technologique, l'innovation organisationnelle. Les innovateurs sont des personnages un petit peu exceptionnels, les aventuriers, l'entrepreneur innovant de Schumpeter, qui transforment finalement l'histoire en développant des nouvelles pratiques, en permettant à leurs entreprises d'acquérir des positions de monopole temporaire grâce à ces nouvelles pratiques ou ces nouveaux objets, et du coup à faire du coup de transformer. Donc ça, tout ça s'accompagne d'un mouvement d'émergence de nouvelles catégories sociales, de nouvelles professions et ainsi de suite. Donc l'exemple paradigmatique, c'est Ford avec la Ford T, etc. Bon, je vous fais pas l'histoire de l'économie et de l'OST, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Donc, Schumpeter disait ça, l'innovation est le moteur de l'histoire, et l'innovateur est un espèce d'entrepreneur exceptionnel qui fait bouger donc les lignes, donc les marchands vénitiens de la Renaissance, etc. Bon. Dans son dernier livre, Schumpeter dit deux choses assez intéressantes. Donc, il dit, bien évidemment, cet innovateur est le moteur de l'histoire, mais on arrive à une étape où le capitalisme se termine et où on va nécessairement arriver dans un monde socialiste. Alors, c'est assez étonnant, alors qu'il critique dans ce même ouvrage abondamment Marx. Si ça vous intéresse de développer cette question, je vous renvoie au livre de Schumpeter qui est très facile à lire et très intéressant. Alors, il dit... dans l'avenir, il n'y aura plus d'aventuriers, d'innovateurs solitaires. Toutes les grandes innovations vont se dérouler donc au sein de grandes structures bureaucratiques. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où on a un problème avec cette histoire d'innovation ouverte. Je ne sais pas si vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais en gros, l'idée, c'était de dire... y a plus la liberté de l'innovateur n'est plus un facteur important. Ce qui permet aux innovations d'émerger, c'est la grande puissance de feu des grandes organisations bureaucratiques et quelque part leur logiciel, leur culture d'entreprise, etc. Alors, est-ce que Schumpeter a raison ou il a tort? C'est un peu la problématique que je me suis proposé de traiter pour vous exposer cette histoire d'innovation ouverte. Alors, on peut dire qu'il a raison, effectivement, parce que sans grandes entreprises, qui vont mettre les câbles souterrains pour relier l'Amérique aux États-Unis, pour balancer des satellites en orbite, etc. Il n'y a pas d'Internet, donc il n'y a pas d'innovation. Il faut de la puissance de feu, il faut de la concentration capitalistique, il faut vraiment avoir des grandes organisations bureaucratiques pour soutenir l'innovation. Donc Schumpeter a raison. Par ailleurs, si on réfléchit bien, le système des sociétés anonymes par action, on peut dire que le capital des grandes entreprises aujourd'hui est socialisé. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'on est dans le règne du socialisme triomphant par le biais de la bourse. Bon, je ne veux pas broder sur ce paradoxe, mais je pense que c'est assez soutenable. Et si on réfléchit de manière analogique à la manière dont était organisée l'URSS à une certaine époque et à la manière dont sont organisées certaines grandes entreprises en France, on peut trouver un certain nombre d'analogies. Mais bon, c'est pas le sujet et je reviendrai pas là-dessus. Par ailleurs, on se rend compte aussi que Schumpeter, quelque part, avait tort et qu'il a donc été un peu contredit par l'histoire, comme la plupart des grands économistes, dans la mesure où, si on regarde l'émergence d'Internet et de l'informatique, certes, c'est des innovations qui se sont développées grâce à l'appui des grandes structures et à la puissance des feux de grandes structures, mais qui se sont toujours déroulés en marge, voire carrément contre les grandes structures en question. Donc on pense au Tech Railroad Club du MIT, que le précédent intervenant a cité tout à l'heure, que c'était plutôt à la fin des années 50 que 70. Il y a eu un problème de chronologie, mais enfin c'est quand même ça. On pense au Homebrew Computer Club, évidemment, de Californie, qui est l'autre version occidentale, enfin d'Amérique, de l'ouest de l'Amérique, et à Debian et toutes les histoires de GNU Linux, etc. Donc Schumpeter avait tort et raison. Et je pense à un exemple célèbre qui a été cité il n'y a pas longtemps, qui disait, je ne sais plus qui disait ça, c'est que dans les années 70-80, la Grande-Bretagne faisait plus d'argent avec le rock'n'roll qu'avec l'industrie du pétrole et du charbon. Et donc, on voit bien que cette histoire d'innovation et de croissance arrive quelque part dans les contre-cultures, dans les marges. Mais bénéficie aussi. Donc, le grand enjeu, c'est de se rencontrer les grandes structures capitalistiques et les équipes de petits innovateurs, contre-culturels, contestataires, etc. Comment tous ces gens-là peuvent arriver à parler ensemble? Bon.
Alors, maintenant, cette problématique est bien repérée, hein. Évidemment, je pense vraiment rien de vous... Enfin, je veux dire, je vais pas dire des choses très originales, les risques, les bénéfices, toutes ces questions d'innovation ouverte sont déjà abondamment étudiées en gestion, en sociologie, en économie. Je vais juste essayer de passer en revue rapidement pour introduire les risques et les bénéfices, et puis je vais développer en deux parties, bon, trois parties si j'ai le temps, les différents dispositifs très rapidement pour mettre ensemble un peu ces gens-là, des dispositifs d'intermédiation, les perspectives de régulation et les perspectives de régulation qui débouchent des problèmes, parce que tout ça est un processus itératif, donc des perspectives de régulation qui débouchent des problèmes qu'on constate émerger par le biais en voyant fonctionner ces dispositifs d'intermédiation. Bon, alors les intérêts, donc je ne vais pas revenir très très longuement dessus, hein, mais par exemple, les histoires d'API, des plateformes de développement, le modèle, en gros, c'est on vous laisse développer les voitures que vous voulez, parce que nous, à la fin, on construit les routes et vous nous payez pour construire des routes. Donc, plus des gens développent des choses qui marchent sur les routes, plus les fournisseurs de routes s'enrichissent. Donc ça, c'est le truc classique. Bon. Par ailleurs, ces dispositifs d'intermédiation permettent aux grandes structures capitalistiques de faire une veille technologique ou de l'espionnage industriel, si on veut être méchant, et de la veille RH, de la formation continue, tout un tas de choses, et apprentissage collectif. Bon. Il y a des risques. Maintenant, 4 grandes familles de risques rapidement. Donc il y a un risque de stérilisation. Typiquement, c'est une politique de la terre brûlée, c'est-à-dire en gros, on achète toutes les inventions, on les met dans un tiroir pour pas qu'elles nous nuisent. Ça, c'est un truc classique, on le connaît. Il y a un risque de dispersion des énergies, c'est-à-dire on investit à gauche, à droite sans cohérence et finalement, donc on ne dépense pas l'argent de manière à le voilà. Il y a un risque d'épuisement de la ressource par une surexploitation des partenariats. De type quand on demande à plein d'entreprises, des petites entreprises, des startups de financer elles-mêmes finalement la preuve du concept, elles s'épuisent dans l'histoire ou alors à participer à plein de concours, à d'appels d'offres. Elles exploitent une ressource déjà rare en interne pour faire face à des éventuelles ressources futures. Mais on est dans une pure spéculation et là-dessus, l'équilibre entre ce qui est dépensé et les gains potentiels risque de décourager beaucoup d'acteurs et du coup de fausser le résultat des concours a posteriori. Et en dernier lieu, le truc classique, quand on gère des open space ou des zones de coworking, c'est le problème du passager clandestin, c'est-à-dire qui fait la vaisselle à la fin, quoi. Bon. Alors, très rapidement, donc, je pense qu'en voyant un petit peu ces risques et ces bénéfices, vous voyez quels sont les différents types de dispositifs dont je vais parler. Je vais les passer en revue, parce que d'autant plus qu'on a pris du retard très rapidement. Je suis désolé pour le côté... Non, ça va? Bon. En même temps, le fait d'aller vite, ça me permet de dépasser mon stress, c'est très bien. Je suis plus habitué à parler devant une classe d'élèves sans micro qu'avec un micro. Le micro m'impressionne un petit peu. Alors, en gros, alors, il y en a beaucoup d'autres, mais enfin, disons qu'il y a plein de dispositifs différents. J'ai choisi de me cantonner à 4 types de dispositifs qui correspondent le plus près à ce qu'on peut appeler une innovation ouverte. Donc je mets de côté les questions d'acquisition, de partenariat contractualisé qui sortent un petit peu du cadre, hein. On pourra revenir si vous avez des questions. Alors, le premier, le plus classique, je le regroupe dans la même famille, c'est les incubateurs et les accélérateurs. Bon, vous connaissez très bien. Ça permet un petit peu d'animer un petit écosystème, de faire se rencontrer les gens. Ça laisse un peu le temps, il y a la souplesse, il y a tout un tas d'éléments qui sont intéressants. Alors, le problème, c'est qu'on a une espèce d'inflation en ce moment dans le secteur de l'innovation, des incubateurs, des accélérateurs. Toutes les entreprises veulent avoir leur propre incubateur. Le problème avec les incubateurs en interne, c'est le problème de la mobilité et du standard. C'est-à-dire que si chaque entreprise développe son petit incubateur, on risque très vite de se retrouver en circuit fermé et voilà. Et donc, vous imaginez très bien les conséquences que ça peut avoir, je ne m'étends pas trop dessus. Il y a le phénomène, il y a la modalité du concours, qui soit organisé par des entreprises ou par des institutions plus ou moins neutres, financées, sponsorisées par les entreprises. Je pense au Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris, dont les résultats vont avoir lieu dans 2-3 semaines, je ne sais plus, c'est très, très rapide là. Alors, ça c'est très bien parce que ça permet effectivement de faire une veille, ça permet d'externaliser un petit peu les concours d'innovation, ça permet d'externaliser le risque, le coût de l'investissement en recherche et donc le faire supporter sur des TPE. Le problème, il y a plusieurs types de problèmes. Un, il y a la constitution du jury, c'est-à-dire qui va juger
ce que c'est qu'un projet innovant. Donc là, on peut se retrouver dans le même genre de cercle pervers qu'on a dans les incubateurs en interne, c'est que si c'est des personnes qui ont des intérêts symboliques à défendre et qui sont dans le jury, donc on peut voilà, avoir, donc je ne m'étends pas trop là-dessus. Et puis, deuxième élément, comment les participants à ces concours vont trouver les ressources pour y participer. Donc là, j'aimerais vous faire un parallèle entre les concours de l'innovation, concours de beauté, on peut les appeler, et les compétitions sportives. Pour qu'une compétition sportive garantisse que les meilleurs arrivent au moment de faire le championnat de France, que dans chaque équipe, il y ait des joueurs qui soient bien formés, qui soient bien engagés dans le jeu, etc. Qu'est-ce qu'on a? On a des systèmes de clubs à tous les niveaux. Il y a plusieurs divisions et il y a tout un système de clubs qui ne sont pas des structures à but lucratif, qui sont des structures associatives, qui permettent de construire et d'entretenir la ressource. Et donc, pour que les concours puissent bien fonctionner, il faut un système de formation, en fait, en club, en équipe, qui permettent d'organiser un tissu social qui permette voilà, de créer les possibilités pour que ces concours soient autre chose qu'un défilé de mode bon, au mauvais sens du terme, parce qu'il y a des choses très bien dans les défilés de mode, hein, je ne veux pas rentrer là-dedans. Il y a un autre type de dispositif. Alors, pour revenir à cette histoire de clubs, les clubs de foot, qu'est-ce qui pourrait servir de club de foot aujourd'hui? Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, je reviendrai là-dessus à la fin, c'est les hackerspace, les Fab Labs et tous les réseaux nationaux qui pourraient faire une espèce de FIFA de l'innovation pour permettre donc de générer ce genre de construction. Bon. Troisième type de dispositif, les projets collaboratifs et les partenariats d'accompagnement technologique. Donc là, on est en train déjà de sortir de l'innovation simplement ouverte, parce que alors bon, c'est ouvert, tout le monde vient, fait ce qu'il veut, sauf qu'en fait là, c'est contractualisé déjà. Et le dernier, ça va être un petit peu pareil. Vous voyez, on sort, parce que qu'est-ce que c'est qu'ouvert? Et donc là, je ne vais pas sauter, je vais finir là-dessus. Parce que la question qui débouche, c'est ça. C'est à partir du moment où on dit que c'est ouvert, ça veut dire tout le monde peut prendre l'initiative. Qu'est-ce que c'est qu'une innovation? C'est un changement, une modification dans un système qui existe déjà. Qu'est-ce que c'est qu'une innovation ouverte? Ça veut dire tout le monde vient et change le système. L'intervenant précédent parlait de normes tout à l'heure. Donc effectivement aujourd'hui on peut... l'histoire de maintenant tout le monde peut changer les normes, etc. C'est pas aussi simple que ça. On avait un petit échange sur les questions juridiques au fond de la salle en aparté. C'est pas si simple que ça. Imaginez, on a un système de route et il y a un type qui arrive et qui dit ah bah moi aujourd'hui j'ai décidé qu'il faudrait rouler à gauche. Accorder la priorité à gauche, sauf qu'il a prévenu personne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'accidents dans tous les sens, évidemment. Donc le fait de changer les normes, de faire de l'innovation verte, d'arriver dans un système et de le modifier, ça implique qu'il y ait des éléments de coordination qui assurent que les modifications n'entraînent pas des dysfonctionnements dans le système, etc. Donc les projets collaboratifs et d'accompagnement technologique sont des formes de contractualisation qui permettent d'avoir un contrôle là-dessus. Maintenant, alors, voilà, je vois mon camarade au fond qui opine du chef ou qui disopine plutôt. Donc c'est à discuter après. Maintenant, tout est une question de comment on établit ces contrats. Un des risques classiques pour les startups, justement, je ne sais pas si c'est à ça que tu penses, c'est de se faire un peu vampiriser dans des projets d'accompagnement technologique où ils développent à leurs frais des solutions qui sont après récupérées. Bon voilà, avec des risques d'aliénation, on va dire, pour le faire simplement, des efforts et de l'investissement réalisé. Dernier type de dispositif. En tant que participant à une TPE, on est très petit, nous on est 3 dans la boîte et on a choisi du coup de fonctionner à faire des projets innovants en réseau. Donc l'autre type de dispositif, c'est des réseaux ad hoc avec différentes sortes de partenaires. C'est des systèmes qui ne sont pas formalisés, mais en fait ce qui les rend réellement possibles, et en faisant une analyse sociologique du processus, on se rend compte de l'aspect pas si ouvert que ça. Ce qui les rend possibles et ce qui les rend fonctionnels, c'est une longue interconnaissance, des relations de confiance bâties sur d'autres types d'activités, etc. Donc un capital social qui permet à ces réseaux de fonctionner sans contractualisation. Et en fait, c'est pas tellement sans contractualisation, c'est qu'il y a des formes d'engagement implicites qui joue le rôle du contrôle social, qui se substitue au contrôle juridique
et qui permet à ces réseaux de tenir. Bon, donc j'en ai fini avec ces 4 types de dispositifs que je voulais présenter. Et donc je reviens à mon problème, c'est que donc cette histoire d'innovation ouverte et de régulation est au final un problème de gouvernance. C'est ça le gros enjeu. Donc c'est politique, c'est pas donc économique. Enfin, je veux dire, après on peut broder là-dessus. C'est politique, ça veut dire qu'il faut arriver à faire des conventions qui engagent tous les acteurs et qui engagent non seulement formellement, mais aussi qui permettent de mobiliser les acteurs. Et c'est ce que les entreprises essayent de faire aujourd'hui avec les dispositifs d'innovation ouverte. Alors, pour finir, pour conclure, je vais présenter comme ça 4 modèles qui sont un peu 4 fables qui permettent de réfléchir à ces problèmes. Alors, la première serait le réseau d'irrigation. Alors, je ne sais pas si vous avez des connaissances en hydraulique, mais un réseau d'irrigation, c'est très simple. Alors, on est dans un contexte où la ressource est rivale, c'est-à-dire à la différence, par exemple, et encore même, je pense, l'information, ça pourrait être considéré comme une ressource rivale, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Quand on est dans un endroit qui manque d'eau, enfin où l'eau est limitée, l'accès à l'eau est limité, on a tout intérêt collectivement à mettre en place un réseau d'irrigation. Dans le temps, alors vous avez ça au Maroc, en Inde, en Chine, on a ce qu'ils appellent des réseaux d'irrigation gravitaire, c'est-à-dire que c'est pas du tout électrique, c'est des systèmes de terrasses qui font circuler l'eau. Bon, évidemment, pour qu'il n'y a pas un seul propriétaire est incapable de faire un réseau d'irrigation tout seul. Il faut que tout le monde s'y mette. Bon, le problème, c'est que les types qui sont en haut, qui sont les premiers à avoir la distribution, sont aussi en mesure de faire pipi dans l'eau, de prendre plus d'eau, etc. Donc on a un énorme problème de régulation de la distribution et de contrôle de la hiérarchie qui se crée entre les gens qui sont en amont du régime et en aval du réseau d'irrigation, etc. Donc ça, c'est une première fable. On a une deuxième fable que j'ai évoqué tout à l'heure très rapidement, c'est l'histoire du coworking, de l'espace du coworking. Et cette fable, elle se résume en un proverbe qui est très simple, c'est qui fait la vaisselle à la fin. Enfin voilà, un slogan. C'est voilà, le truc classique des réseaux de coworking, c'est qu'il suffit pas d'avoir un réseau de coworking en interne. Il suffit pas de réunir des gens pour que tout se passe bien. Il faut qu'il y ait des gens qui animent, qui sachent animer des lieux collectifs. Et ça, c'est une ressource rare. Et dans une entreprise, trouver la bonne personne, le bon manager, ou en général, c'est des duos, hein, quelqu'un qui vient de l'extérieur, quelqu'un qui vient de l'intérieur. Celui qui vient de l'intérieur doit savoir un petit peu comment évoluer dans une grande entreprise bureaucratique, qui sont les bonnes personnes. Alors oui, tu as des problèmes de RH, mais va pas voir le RH parce qu'il est malade en ce moment. Et en général, quand on a ce genre de problème, on va voir tel type qui est le secrétaire de machin, mais nous, on sait, t'inquiète, tu comprendras. Bon, donc quelqu'un en interne et quelqu'un en externe, quelqu'un qui est un entrepreneur, qui sait ce que c'est que de prendre des risques, etc. Et il faut qu'ils s'entendent entre eux et qu'ils aient cette capacité qui est plus proche des compétences des enseignants en général, pas tous les enseignants, ceux qui s'intéressent à leurs étudiants, qui est bon, enfin, je suis enseignant, donc je sais un petit peu quel genre de problème on peut avoir, et donc qui arrive à motiver, à mobiliser, à créer du collectif, quoi, bon, dans ces lieux. Et aussi à inciter les gens à laver la vaisselle, évidemment. Troisième modèle, je dirais, c'est le modèle du corail. Vous voyez un peu les coraux, comment ça pousse, voilà. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant du fait que si on développe plein de dispositifs qui marchent avec des roues, les fabricants de roues feront fortune. C'est un petit peu ça, donc c'est le modèle classique des App Store, de tout ça. On permet aux gens de faire un peu ce qu'ils veulent avec le programme, sachant qu'ils rajoutent des briques, etc. Bon, alors là, on a un type de risque classique qui est le risque du palimpseste. C'est-à-dire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, si on change une norme qui impacte sur le système derrière et que c'est pas contrôlé, etc. Donc là, on a un risque de dispersion, on a un risque d'égarement. Et ce que l'intervenant précédent disait, c'était pas possible de le faire à l'époque des moines copistes. En fait, si. Et c'est le gros problème quand on fait un peu de philo, là pour le coup, je retombe dans mes amours d'enfance et je me souviens de ça, c'est que les moines copistes, alors c'était pas la gnose, il voulait dire la glose en fait. Je pense que c'est donc on réécrit les textes, on les interprète. Et évidemment, les problèmes que ça pose et que ça pose à tous les programmateurs, c'est que l'informatique est un énorme palimpseste et l'internet aussi. Ça ramène à ce que c'est que la mémoire. Et donc, c'est très important dans ce genre de modèle de développer des compétences chez les personnes qui rentrent dedans, des compétences de discernement très fin, techniques très fin, pour que on évite
et en fait, qu'on soit sensible aux erreurs et qu'on arrive à avoir un esprit de déduction rapide, ce qui nous amène à imaginer comment on peut orienter les cursus plus tard, etc. C'est un autre problème, c'est un problème d'enseignant. Et le dernier, c'est évidemment le concours de beauté, mais comme je suis abondamment revenu là-dessus, je ne vais pas m'attarder, vous voyez très bien ce dont je veux parler. Et donc, pour conclure, donc, on voit bien que cette question de l'innovation ouverte est moins une solution que l'expression du changement de paradigme produit par les nouvelles technologies. Et ce changement s'exprime dans les rapports qu'entretiennent les acteurs économiques et institutionnels et qui modifie même la nature des acteurs économiques et institutionnels, au sens où ce qu'on appelle entreprise aujourd'hui n'a rien à voir. D'abord, il y a deux sens différents. Qu'est-ce que c'est Total et qu'est-ce que c'est ma PME au Riti où on est trois? Ça n'a rien à voir. On appelle ça les deux une entreprise. C'est un abus de langage. Il y en a une qui est une société, au sens même presque la société, la grande société, des normes, des règles, etc. Et il y en a une qui est une action collective de moyen terme, aussi durable que possible, mais qui est avant tout une initiative d'un petit groupe relativement autonome, presque maquisard, et qui interagit avec ces grandes entreprises. Donc voilà, la nature des acteurs change, la nature de leur rapport change, et évidemment, à mon avis, le sujet central dans cette affaire, et il y a bien d'autres gens qui reviendront là-dessus mieux que moi, c'est la question de l'éducation, de la formation et de l'entretien et du développement des connaissances par des institutions et du financement de ces institutions agréées. Voilà, je vous remercie. Wow, effectivement, c'était très rapide. Je vois une main levée déjà. Je connais cette main. Voilà, donc on va prendre un temps pour échanger avec Mathéis sur les enjeux de l'open innovation et la conception qu'il en a et que nous en avons. Donc Jonathan, on va commencer par toi. Ouais. J'adore t'écouter, vraiment, c'est toujours une joie. Tu as parlé des différents modèles, mais tu n'as pas donné un modèle précis. Enfin, toi, qu'est-ce que tu encouragerais les startups ou Coworking Space ou Hackerspace ou autres pour comme meilleur modèle, ou quel serait le compromis pour pouvoir réussir à optimiser ce qui est ce changement de paradigme, comme tu dis? Alors, je pense qu'il n'y a d'optimisation que locale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle. Je pense que je ne donnerais pas le même conseil aux hackerspace et aux startups. Je pense que les startups sont une chose. Les startups sont orientées vers le développement d'une solution qui vise à entrer sur un marché, alors que les hackerspace sont plus des instances d'animation et de régulation. Donc en tant que tel, tu sais l'amour que j'ai pour les Fab Labs et les hackerspace, je pense que c'est plus proche de ce qu'on a essayé de faire en mettant des MJC par exemple, parce que ça n'a pas forcément marché, mais ce que je veux dire c'est que c'est des lieux publics qui en tant que tels ne doivent pas viser le profit, parce que c'est ce qui leur permet de fonctionner et d'être efficients. Le problème maintenant vient le problème de comment on les anime, comment on finance leur animation, leur existence, sans que ce soit approprié par d'autres personnes. Donc, je pense à chaque... Hein? Ou l'hébergement. Ou l'hébergement, évidemment. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça, pour moi, il n'y a pas de solution optimale, d'autant qu'on ne peut pas, c'est le grand débat entre Taylor et Fayol. Taylor avait pensé à l'OST étape par étape, Fayol plus à cette histoire de relations humaines. Pourquoi? Parce qu'on le sait aujourd'hui, Fayol avait fait son expérience dans les industries minières, Taylor dans l'industrie d'assemblage, c'est pas du tout la même manière de travailler. On peut pas faire une division du travail dans la mine comme on fait une division du travail dans l'assemblage. Ça n'a rien à voir. Et donc chacun avec son expérience avait imaginé le meilleur modèle qui allait très bien pour son secteur, mais pas pour les autres. Donc il faut vraiment faire attention parce que dans chaque secteur, les contraintes sont différentes et je pense que c'est se tirer une balle dans le pied d'essayer d'imaginer un modèle général. C'est la meilleure manière de se gourer, quoi. Bon. Ouais. Quelqu'un d'autre? Ou je continue? Ah si, ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, tu peux continuer. Est-ce que tu peux avoir, s'il te plaît, la gentillesse pour éviter que je pose une question un peu trop vulgaire, dirons-nous, avoir la gentillesse donc de relire ta dernière conclusion, en fait ta conclusion, ta vraie conclusion sur le changement de paradigme?
C'est très général, donc je peux le faire plus doucement, mais c'est vraiment comme une conclusion, c'est-à-dire que ça n'a pas de... Non, mais j'entends bien, mais c'est Bon. juste, s'il te plaît, Donc, pour... donc l'innovation ouverte qui est souvent présentée comme une solution, je reformule, c'est génial, on va faire un peu d'innovation ouverte et paf, ça va aller bien. Bon, c'est pas une solution, c'est un problème, enfin c'est une problématique. C'est ce que j'essayais de dire. Réunir des gens, ok, mais à quelles conditions on réunit ces gens et ils font des choses bien ensemble? Okay. Quels sont les... Alors, un truc à la con, par exemple, tout le monde se sert d'Internet et d'un portable. Qu'est-ce qui rend ça possible? Le fait qu'on ait tous appris à lire. Si on n'avait pas appris à lire, Internet, aucun intérêt. Donc il a fallu 150 ans de bagarre des hussards noirs de la République, etc., pour l'alphabétisation des gens, pour qu'après on crée un marché de l'informatique. Et des gens qui soient capables de... Voilà, on n'y pense pas à ces trucs-là, mais en fait c'est quand même important, quoi. Donc il faut donc... donc ça, c'est... Donc voilà, donc c'est moins une solution que l'expression du changement de paradigme. Quel est ce changement de paradigme? C'est effectivement, quand j'ai commencé mes études en 98, supérieures, je veux dire, je faisais de la philo, donc vous imaginez, il fallait aller à la bibliothèque, trouver des livres rares, etc., attendre des semaines qu'ils soient disponibles, là. Aujourd'hui, effectivement... Internet, Wikipédia, ça change complètement. D'ailleurs, quand je fais passer mes étudiants en examen, je leur laisse accès à l'ordinateur, à leurs cours, à tout ce qu'ils veulent pendant le truc, sachant qu'ils ont un temps limité et que le piège, c'est d'être capable. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, si vous apprenez les choses par cœur, vous serez jamais aussi bon qu'un ordinateur. Donc c'est pas avec ça que vous trouverez un boulot. Ce qui fera votre valeur ajoutée, c'est d'être capable de vous servir des capacités de mémoire d'un ordinateur pour trouver la bonne information, savoir la mettre en valeur, construire un raisonnement, et sans compter même sur le PowerPoint. Donc comme vous voyez, je pense que c'est bien de faire des PowerPoint, mais enfin, ce qui est important, c'est d'être capable de construire un raisonnement comme ça ad hoc, et d'être capable aussi de le recevoir sans forcément le mettre sur un ordinateur. Donc c'est ça le changement de paradigme, c'est que... Oui. Je me permets, moi j'adore t'écouter, hein, mais j'aime bien aussi rebondir des fois. Ma question est, donc grosso modo, ce que tu es en train de dire, c'est que l'open innovation serait en fait seulement l'aboutissement de la recherche, enfin l'aboutissement moderne de la recherche. C'est le stade où on en est, ouais. Et d'ailleurs, c'est pas si nouveau que ça, dans le sens où si vous regardez Newton, Leibniz et compagnie, excusez-moi, là-haut, ils n'étaient pas du tout dans un système... Enfin, je veux dire, ils étaient très fiers d'avoir développé la bonne équation, mais la première chose que Descartes fait quand il a écrit ses méditations métaphysiques, c'est qu'il les envoie à tous les copains. Les gars, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et les gars lui répondaient, et lui-même répondait à ses objections. Oui, j'entends bien, mais c'était aussi un peu une autre époque où ses copains étaient un peu des érudits. C'était pas mais l'open innovation, c'est pareil. Les barrières à l'entrée, c'est ce que je dis par la capacité de lecture. Les gens qui sont sur Debian, c'est pas ma petite filleule de 9 ans c'est des gens qui savent ce que c'est que du code, qui savent ce que c'est qu'une balise. Il n'y a pas d'innovation ouverte. Au sens où on l'entend, c'est ouvert, à open bar, tout le monde rentre, on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, ceux qui gèrent des hackerspace savent très bien que les gens qui viennent dans les hackerspace ou dans les Fab Labs, s'ils arrivent, qu'ils savent pas très bien pourquoi ils sont là, alors ils visitent comme au musée, c'est sympa, c'est cool, alors il y a des bières à boire, et quand il n'y a plus de bières à boire, ils s'en vont, et il ne s'est rien passé. Donc, je ne vois pas de quoi tu parles. Je voulais juste rebondir là-dessus, mais en fait sur l'open innovation, si on prend l'analogie avec Leibniz ou avec Pascal, c'était comme les cercles de lecture au 18e, comme les cercles de mathématiques. Finalement, un hackerspace, c'est peut-être un endroit comme ça, un salon littéraire où les gens ont une culture qui est commune et qui peuvent échanger sur les mêmes bases. Et ils la modifient et ils la font. Il y a toujours des barrières à l'entrée, quoi. C'est pas l'important, c'est pas qu'il n'y ait pas de barrières à l'entrée. C'est très bien qu'il y ait des barrières à l'entrée. L'important, c'est de donner au maximum la capacité de les franchir. C'est tout. Et comment tu optimises ce franchissement, si j'ose dire? Comment tu fais pour dire, par exemple, au pouvoir public, en disant coucou, on a un hackerspace, on fait des trucs bien, on aide vos étudiants à pouvoir sortir de leur carcan universitaire, et eux ils disent ouais mais je suis désolé mec, vous n'êtes pas du tout accrédité, vous ne faites pas partie d'une université, la plupart d'entre vous sont peut-être docteurs ou doctorants ou maîtres de conférences dans le meilleur des cas, mais nonobstant vous êtes que des excusez-moi pour ce français, des rigolos quoi. Est-ce que tu veux répondre à cette question toi-même, Jonathan? Non, je préfère que ce soit puisque tu es concerné.
J'ai un scoop Dans le cadre du réseau français des Fab Labs. On est en train d'écrire un livre blanc à ce sujet qui s'adresse à la fois aux gestionnaires de Fab Labs et au pouvoir public pour traiter toutes ces questions. Ouais, ça va sortir l'année prochaine. C'est une autre problématique. Ça, Nous avons une question de Jean-Pierre. Merci beaucoup. Il y a l'innovation, effectivement, que l'on constate partout, dans tous les domaines. Et en même temps, il y a ce que les économistes appellent de plus en plus la décroissance séculaire. Comment concilier les deux éléments? Premier point. Seconde question, aussi bien en ce qui concerne les risques que le mode de gestion de l'innovation. Vous avez à peine, me semble-t-il, abordé la question de l'adversité sociétale à la mise en place de l'innovation. Alors, concernant la décroissance séculaire, vous faites référence à Piketty, c'est ça? Oui. Alors, là-dessus, je ne me mesurerai pas à Piketty aujourd'hui. Bon, voilà, voilà. Mais et en plus, la réponse que je pourrais donner à cette question nous amènerait vraiment parce qu'en fait, la croissance, c'est avant tout une question d'indicateur. Enfin, je veux dire, donc le problème, c'est deux problèmes différents, c'est-à-dire où est-ce qu'on la mesure, comment. Effectivement, on peut imaginer que historiquement, au point de vue purement du dégagement de la plus-value par des structures organisées, établies avec une norme relativement stable, on a des effets de bond à des petites périodes et après de tassement pendant longtemps. À la limite, ça, c'est pas un problème. En fait, on s'en fiche. Et si on regarde dans le détail, enfin, je veux dire, c'est pas l'absence de croissance qui empêche l'humanité d'exister. Enfin, alors là, pour le coup, et la nature, c'est pas le problème. Du coup, très bien. Moi, je suis pas un fanatique du truc. Et si on regarde dans le détail, si on s'occupe des questions de micro-innovation, en fait, on peut constater que la stabilité de la croissance n'empêche pas des adaptations. C'est un peu comme l'histoire des mutations génétiques, en fait. On a un patrimoine génétique, mais on mute tout le temps. Et il arrive parfois que dans une série, si on prend une famille, il y a des mutations importantes qui se font à un moment donné parce qu'il y a des conditions, etc. Mais en permanence, il y a une petite adaptation à des conditions changeantes, etc. Donc ça, c'est sur cette question-là. Donc à la limite, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, pour moi, faut pas s'inquiéter de ça. Life goes on. Et deuxièmement, pour cette histoire de résistance sociétale à l'innovation, je veux pas le traiter dans ce sens-là parce que pour moi, il n'y a pas d'un côté les innovateurs et de l'autre côté la société qui résiste. Je pense que l'innovation, elle est justement le terme qui apparaît au moment où la nouveauté est portée par un groupe social et ce groupe social s'est constitué en rapport avec cette nouveauté. Exemple, le rock'n'roll. Quelle était la résistance sociétale au rock'n'roll? Bon, on voyait Elvis Presley, etc. à l'époque. Il y avait des gens qui résistaient, mais finalement, c'était des gens d'autres groupes sociaux ou d'une autre génération. Et du coup, le problème est résolu par le fait que, après, on peut rentrer dans un autre problème. Est-ce que plein de petits groupes sociaux développant en interne leurs propres normes ne posent pas un problème de solidarité globale? Mais ça nous entraînerait peut-être au sujet de demain qui est politique, gouvernance, etc. Mais c'est très intéressant comme question.